Je suis Zakaria Jalal, je suis effectivement PH dans le service, cardiopédiatre et plutôt spécialisé dans le cathétérisme interventionnel. Donc dans ce cours, il en sera question et je vous en parlerai peut-être un petit peu plus que du reste, mais on va s'intéresser effectivement au ce qu'on appellera les chantes prétricuspides, qui sont des formes déclinées des communications interauriculaires. Euh, Juste pour confirmer, Nadir, vous voyez bien, vous entendez bien? Je peux enchaîner? Ok, super. Donc, les chantes interatriaux, en général, en intro, c'est une naissance pour 1500, c'est environ 10% des malformations cardiaques congénitales. Surtout, c'est souvent associé à d'autres malformations cardiaques congénitales, environ 50% des cas. C'est quelque chose dont vous le verrez, la présentation anatomique, hémodynamique est assez facile à comprendre. La présentation clinique est assez protéiforme et c'est souvent quelque chose qu'on va diagnostiquer à l'âge adulte. En tout cas, ça n'est pas rare que ce soit diagnostiqué à l'âge adulte. Et donc, brièvement, je vous présente les formes anatomiques, on y reviendra évidemment en détail plus tard. On a trois grands types de CIA. Le quatrième qui est noté est exceptionnel, sont les CIA du sinus coronaire, mais les trois grands types, ce sont donc les CIA ostium primum, qui sont en fait à classer dans la catégorie des canaux atrioventriculaires. Pour le, vous avez un cours spécifique, mais dont on dira quelques mots. Les CIA secondum qui intéressent la fosse ovale, qui comptent pour 80% des cas de CIA. Ce sont celles que l'on peut fermer par voie percutanée, dont on parlera assez longuement dans ce cours. Et puis les CIA sinus venosus, supérieurs ou inférieurs, plus fréquemment supérieurs, ce sont en fait des retours veineux pulmonaires anormaux partiels des veines du poumon droit qui vont s'anastomoser sur les veines caves supérieures. Et c'est souvent, enfin, c'est associé à une CIA, mais la vraie maladie, c'est un retour veineux pulmonaire anormal partiel. Donc vous voyez trois grands types de CIA, mais qui finalement trois maladies assez différentes. Euh, les anomalies génétiques, comme dans la plupart des malformations cardiaques congénitales, elles sont malheureusement souvent associées. Un CAV partiel, enfin le groupe des CAV était très très souvent associé à la trisomie 21. Pour ce qui est des CIA ostium secundum, bien que ce soit quelque chose de fréquent et de banal, il faut quand même rechercher des associations syndromiques, comme le syndrome d'Oltoram, une mutation du gène TBX5 qui va s'associer à des anomalies du membre supérieur. Les mutations du gène NKX2.5 où vous allez avoir l'association CIA et BAV complet avec un fort risque de mort subite, donc toujours bien examiner le CG des CIA. Et puis, désolé, il manque un L, mais le syndrome d'Ellis-Van Creveld, qui associe polydactylie, des côtes courtes, donc des hypoplasies thoraciques assez enfin, sévérissimes, hein, comme vous le voyez là, et dans 60% des cas, des shunts interatriaux uniques ou multiples. Donc un petit aparté sur le CAV et le canal atrioventriculaire partiel, c'est une anomalie en fait de la septation et des bourgeons endocardiques qui sont à l'origine des valves atrioventriculaires. Donc en gros, vous prenez le cœur, toute cette septation se fait mal pour être très très schématique. Donc vous allez avoir euh, la possibilité de deux shunts au niveau de la croix du cœur, une CIA ostium primum, la persistance d'une jonction atrioventriculaire commune, donc un seul anneau valvulaire, avec, pour ce qui est du CAV partiel, on va le voir, deux orifices valvulaires, et pour le CAV complet, un seul orifice valvulaire et une CIV d'admission. Dit différemment, vous avez donc une jonction atrioventriculaire commune. Lorsque vous avez un orifice commun, c'est un CAV complet. D'accord. Lorsqu'il y a une fusion de ces deux feuillets valvulaires, eh bien vous avez donc deux orifices à cette jonction atrioventriculaire commune et il s'agit d'un CAV partiel, pardon. Il n'y a donc pas de CIV, il y a simplement une CIA ostium primum, pardon, et deux valves AV avec en l'occurrence ce qu'on appelle une fente mitrale. On le verra plus en détail plus tard. Pour ce qui est de la physiopathologie et de l'embryologie du RVPA, euh, le primum movins, en tout cas le dénominateur commun, c'est une atrésie de la veine pulmonaire commune. Donc la veine pulmonaire commune, elle fait communiquer durant le développement embryonnaire
le retour veineux pulmonaire avec l'oreiller de gauche. Lorsque cette atrésie est complète, eh bien, il y a un retour veineux pulmonaire anormal, c'est-à-dire que ces veines pulmonaires elles vont aller se drainer se connecter au système veineux systémique, ça peut être supracardiaque, intracardiaque. Là, vous avez un cours qui est spécifique dessus. Lorsque cette atrésie est partielle, en tout cas lorsqu'il y a une atrésie simplement d'une branche de la veine pulmonaire commune, eh bien vous le voyez ici, il y a un RVPA partiel, c'est-à-dire qu'il y a une partie du poumon qui va effectivement se brancher sur l'oreiller de gauche et une partie seulement qui va aller s'anastomoser avec une partie du système veineux systémique. Sur un VPA partiel, il peut intéresser les veines pulmonaires droites, donc lorsque vous avez une connexion avec la veine cave supérieure. Ici, on a un aspect de CIA sinus venosus. Donc, ici, c'est une vue en échographie sous-costale. Vous avez l'OD, l'OG ici, la veine pulmonaire et la veine cave supérieure qui arrive ici. Donc, c'est une image assez typique. Ces veines pulmonaires, elles peuvent s'anastomoser au niveau du réseau cave inférieur. On le verra dans le syndrome de Simter. Elles peuvent également intéresser les veines pulmonaires gauches. Vous voyez ici un retour veineux pulmonaire anormal qui va s'anastomoser euh, au niveau du TVI, ce que l'on voit. Attendez. Ce que l'on voit sur cette échographie avec ici le tronc veineux innominé et ici la persistance une veine pulmonaire gauche qui s'anastomose à cet endroit-là. Dans les RVPA, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Simter. Je vous en parle pour que vous sachiez ce que c'est. C'est une entité qui, donc c'est Simter et pas cimetière. La confusion peut se produire. C'est cette espèce de sabre, enfin d'arme blanche euh, turque qui a cette forme-là. Et pourquoi on appelle ça le syndrome de Simter? C'est parce que dans cette pathologie, il y a un retour veineux pulmonaire anormale de tout le poumon droit avec une veine qu'on appelle la veine de Simter qui va drainer ce poumon droit vers la veine cave inférieure. Elle a la même forme, en tout cas au niveau radiologique. Vous le voyez ici, ça fait fortement penser à un Simter. Ici associe une hypoplasie du poumon droit, souvent la présence d'une artère, d'une collatérale aortopulmonaire séquestrante, c'est-à-dire une artère qui est issue de l'aorte abdominale et qui va venir vasculariser le poumon droit, qui est très, très fortement responsable d'HTAP. C'est ce que vous avez ici. Donc, vous avez l'hypoplasie du poumon droit, on le voit ici, le retour veineux pulmonaire anormal, pardon, de toutes les veines pulmonaires du poumon droit sur la veine cave inférieure, et cette artère qui naît de l'aorte abdominale et qui va venir vasculariser en général le lobe inférieur droit, qui est responsable d'une symptomatologie assez sévère et qu'il faut fermer en général par voie percutanée. Donc, on va parler de la physiopathologie, essentiellement des CIA ostium secondum, mais en tout cas des CIA, du RVPA, puisque le RVPA c'est un shunt gauche-droite obligatoire. Les CIA, il s'agit d'un shunt qui va dépendre des compliances ventriculaires. Classiquement, la compliance du VD est supérieure à la compliance du VG, donc on a ce qu'on appelle un shunt gauche-droite, pré-tricuspide. Vu que c'est pré-tricuspide, eh bien ça va surcharger les cavités droites, puisque le shunt se fait avant que le sang n'ait passé les valves atrioventriculaires. Il en résulte un hyperdébit pulmonaire et assez souvent des arythmies atriales, puisqu'on a souvent une dilatation des oreillettes chez ces patients. Lorsque les résistances vasculaires pulmonaires, du fait de cet hyperdébit, s'ils se chronicisent, eh bien, ces résistances vont devenir suprasystémiques. Le VD, en général, présente une compliance qui est déclinante et puis à terme, le shunt va s'inverser, ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Parfois, le shunt gauche-droite est présent d'emblée. S'il y a, par exemple, une sténose valvulaire pulmonaire ou des anomalies de la valve tricuspide, ou alors de l'HTAP néonatal, on peut avoir un shunt droite-gauche immédiat à travers la CIA. En général, lorsque le shunt est gauche-droite, sont des pathologies qui sont souvent asymptomatiques, qu'on peut découvrir fortuitement à l'occasion d'un souffle ou d'anomalies ECGA spécifiques. Les autres symptômes, ce sont des symptômes d'hyperdébit pulmonaire, donc on va avoir une dyspnée, et chez l'enfant ou le petit enfant, des retards de croissance ou des infections respiratoires qui ne sont pas rares.
La dilatation atriale va causer des arythmies et c'est un mode de révélation assez fréquent chez le sujet qui a la cinquantaine, donc des palpitations qui vont révéler une EFA, un flutteur ou une tachycardie atriale. Rarement, ce shunt interatrial est le siège d'une embolie paradoxale, donc on va avoir des accidents ischémiques de cause cardio-embolique qui peuvent être révélateurs du diagnostic. L'insuffisance cardiaque droite, elle est franchement exceptionnelle. En tout cas, on a des signes annonciateurs. Et puis la cyanose, eh bien, ça veut dire qu'il y a un syndrome d'Eisenmenger et qu'on a un stade très très avancé de la maladie. Bon, évidemment, le maître examen, c'est l'échographie. L'échographie, elle va permettre un diagnostic anatomique, donc caractériser le siège de la CIA et donc sa taille. Le retentissement, donc la dilatation des cavités droites, comme vous pouvez le voir ici sur ce mode TM en parasternal grand axe, vous voyez un VD qui est très très largement dilaté. On le voit très bien ici en vue 4 cavités inversées. On va pouvoir mesurer les pressions pulmonaires sur le fluidité ou d'IP, évaluer le rapport QP-QS, l'évaluer de manière assez reproductible. Je vous le montrerai sur la slide d'après. Évidemment, il faut bien visualiser les lésions associées au niveau des valves AV ou bien au niveau de la voie d'éjection sous-aortique. Et puis en ce qui concerne les CIA ostium secundum, évaluer les possibilités de fermeture percutanée. Le CAV partiel, comme je vous le disais, l'aspect échographique est assez typique. Vous avez, on voit très bien sur cette vue-là ou bien sur celle-ci, un seul anneau valvulaire. On voit, il n'y a pas de décalage rétrotriculaire. Donc un anneau, il y a une CIA ostium maximum que l'on donc au contact des valves atrioventriculaires, on voit très bien ici, et une fente de la valve atrioventriculaire gauche que l'on voit sur cette vue sous-costale. Voilà, ici. Donc cette valve AV gauche, elle a une fente ici avec des attaches septales qui sont assez caractéristiques. Et évidemment, il faut évaluer la fonction de cette valve. C'est un des critères pronostiques majeurs dans le CAV, qu'il soit complet ou partiel. C'est la fonction et l'anatomie et la possibilité pour le chirurgien de réparer cette valve atrioventriculaire gauche. Je vous le disais, pour évaluer le retentissement de ces shunts interatriaux, on peut en échographie estimer le rapport QP sur QS. Pour ce faire, c'est assez simple, hein, vous mesurez le débit aortique, le débit pulmonaire et vous faites le rapport des deux. Le débit aortique ou pulmonaire, eh bien, il faut évaluer le diamètre de la voie d'éjection et calculer l'ITV sous-aortique ou sous-pulmonaire au même endroit pour mesurer le débit. Et donc vous faites le rapport des deux, c'est quelque chose qui est assez fiable, assez reproductible et qui permet de se faire une idée du retentissement, sachant qu'un rapport QP sur QS supérieur à 1,5 signe un champ de gauche-droite significatif. Les autres examens complémentaires que l'on va faire, scanner et IRM, ça c'est essentiellement pour les anomalies du retour veineux pulmonaire. Vous voyez ici des veines pulmonaires, notamment ici, qui s'anastomosent sur la veine cave supérieure, donc un RVPA euh, partiel du poumon droit au niveau de la veine cave inférieure. Le cathétérisme cardiaque, ça va plutôt être réalisé à visée diagnostique, hein, j'entends. S'il y a de l'HTAP, il faut obligatoirement un cathé pour mesurer les pressions, le rapport des débits et surtout les résistances pulmonaires pour juger de l'opérabilité d'un patient. Parfois, on peut être amené à réaliser des angiographies diagnostiques pour mieux préciser le drainage d'un poumon si l'imagerie de coupe est non contributive, mais en général, elle l'est très largement, donc c'est essentiellement un cathé, des cathétérismes à visée hémodynamique qui vont être réalisés. Le traitement, alors ça, ce sont les dernières recommandations de l'ESC qui viennent de paraître, d'être publiées. Donc les défects interatriaux, pardon. Donc les CIV, les CIA ostium secundum. Première chose, donc ça c'est l'arbre décisionnel avec les différentes questions qu'il faut se poser. Première chose, est-ce qu'il y a une dilatation ventriculaire droite? Si oui, il faut s'assurer que les résistances pulmonaires sont basses. Autrement dit, si en échographie vous n'avez pas
d'HTAP, ça signe un niveau de résistance pulmonaire qui est relativement faible, donc on est assez tranquille de ce côté-là. Sinon, eh bien, il faut faire un cathétérisme cardiaque et mesurer ses pressions, ses résistances pulmonaires. Si ces résistances pulmonaires sont basses, on se pose la question d'une pathologie du cœur gauche. Ça, c'est plutôt chez le sujet âgé. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que parfois, une CIA, lorsqu'il y a une pathologie du cœur gauche, eh bien, elle peut être bénéfique. Elle peut servir de soupape et éviter la survenue d'insuffisance cardiaque gauche aiguë. Dans la population congénitale, on se pose rarement cette question-là, mais elle fait partie de l'arbre décisionnel. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de cardiopathie gauche, eh bien, il faut fermer. Ce sont des recommandations de classe 1 et la fermeture par voie percutanée et la technique doit être la technique de choix lorsqu'elle est possible. Si vous avez des résistances pulmonaires supérieures à 3, mais qu'elles restent inférieures à 5 avec un QPQS significatif, il faut fermer. Enfin, en tout cas, il faut discuter la fermeture sur des recommandations de classe 2A. Et si les résistances sont supérieures à 5 uniquement avec un QPQS qui est supérieur à 1,5 après challenge par vasodilatateur pulmonaire, on peut discuter une fermeture par une prothèse fenestrée ou par un patch chirurgical fenestré. C'est quelque chose qui va vraiment se décider au cas par cas avec des patients qui là sont à haut risque de complications post-interventionnelles. Pour ce qui est du CAV partiel, alors la fermeture chirurgique, enfin le traitement chirurgical de ces patients, là aussi, est recommandé en cas de dilatation du ventricule droit, de surcharge volumique significative du ventricule droit. Cette correction doit être réalisée par un chirurgien congénitaliste, en tout cas spécialisé en cardiopathie congénitale. Donc ça, c'est pour la CIA ostium primum. Pour la chirurgie de la valve atrioventriculaire gauche, elle se base un petit peu sur ce que l'on connaît chez les valvulopathie mitrale acquise. En gros, il faut traiter les patients symptomatiques ou qui ont une dilatation ventriculaire ventriculaire gauche significative, donc un volume télésystolique, un diamètre télésystolique supérieur à 45 mm ou une fraction d'éjection inférieure à 60%. Enfin, pour le traitement des anomalies du retour veineux pulmonaire type RVPA partiel, vous le voyez ici, les indications de chirurgie, elles sont basées sur les recommandations de ce que sont la fermeture de CIA, c'est-à-dire une dilatation des cavités droites, un QPQ supérieur à 1,5 et des résistances basses. Bien sûr, le risque opératoire doit être pondéré par la fragilité du patient et la complexité de l'anatomie. Et donc là encore, ce sont des patients qu'on staffe qu'on staffe et qui sont discutés de manière collégiale pour poser l'indication et le type de prise en charge. On va parler de fermeture percutanée des CIA ostium secundum. Euh, donc évidemment, comme dans toute technique qui a été développée, il y a eu des pionniers. En l'occurrence, c'était King et Mills en 76, juste pour faire un petit peu d'histoire, qui ont inventé cette prothèse qui était la vraie ombrelle, qui passait dans un cathéter de 23 French. Et donc qui a été implantée chez une jeune fille de 17 ans en 1976. Et évidemment, ensuite, c'est le début d'une saga, puisque sur ce modèle du double disque, il y a eu énormément de dispositifs qui ont été développés. Aucun intérêt à tous les citer, simplement le virage 97 avec la prothèse de Kurt Amplatz, la prothèse Amplatzer, qui Kurt Amplatz qui nous a malheureusement quitté, mais qui a eu l'intuition assez géniale d'utiliser le nitinol, qui est un alliage métallique de nickel et de titane avec une mémoire de forme qui permet son insertion dans un cathéter tout petit calibre, on va dire,
On peut mettre des prothèses de CIA désormais dans des cathéters de 4-5 French. Le fait qu'ils soient à mémoire de forme, eh bien, c'est auto-expansif, c'est-à-dire que quand vous le sortez du cathéter, voilà, vous avez tout de suite la forme définitive de la prothèse. Donc, suivante, vous mettez votre cathéter dans l'oreille, vous sortez le qui vient fermer le trou et le disque droit qui vient stabiliser l'ensemble. Simplement pour que vous sachiez, pour fermer une CIA osseum secondum, il faut que le disque central ferme le trou et que les disques de part et d'autre dans l'OG et l'OD eh bien, stabilisent le dispositif. Autrement dit, il faut que ces disques puissent se plaquer sur ce qu'on appelle des berges. Ces berges doivent faire plus de 5 mm. Vous voyez, hein, les berges, c'est la portion de septum sain qui va entourer la prothèse. Donc ces berges doivent faire plus de 5 mm pour pouvoir pour que la fermeture se passe dans de bonnes conditions. Donc c'est peut-être pas l'objet du DU, hein, des évaluations cardiaques spécifiques qui font qu'une prothèse, qu'une IA va être éligible ou non à une fermeture percutánée. Les berges graves, les berges postérieures et antérieures, la berge rétro-aortique. Alors cette berge-là, elle peut être déficiente sans pour autant contre-indiquer la fermeture du shunt, mais il faut des berges caves et postérieures qui soient effectivement au moins de 5 mm. Ensuite, c'est une procédure qui se fait donc sous AG ou sous AL en fonction du type de guidance. Nous, on les fait sous anesthésie générale à Bordeaux avec un contrôle par ETO et très belles images que nous fait Xavier Herirt, que vous connaissez déjà, notamment avec l'ETO 3D. Donc, par la veine fémorale, on va accéder à la CIA et à l'oreiller de gauche, placé sous traitement antithrombotique héparine notamment placer un guide dans la veine pulmonaire, ce que vous voyez ici, donc veine cave inférieure, OD, CIA, O et veine pulmonaire. On va calibrer le shunt en général en échographie, mais il y a des centres qui le calibrent encore au ballon, c'était l'ancienne technique. Et puis on va choisir une prothèse qui est un petit peu plus large que le shunt, de 2 à 4 mm. Prothèse que l'on va déployer, dont on va tester la stabilité. Ici, vous voyez un déploiement sous ETO. Ça, ensuite. Et puis ici, vous avez l'aspect de la prothèse une fois déployée. Alors, c'est quelque chose qui se fait désormais de manière standardisée, assez, je dirais, en routine en fait, pour lequel voilà, on a des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. On avait repris il y a 2-3 ans les résultats chez l'enfant, parce que c'est vrai on a souvent repoussé les limites de poids et d'âge permettant de fermer une CIA chez l'enfant. Donc on s'est intéressé au devenir en fait des enfants qui avaient été fermés avec une prothèse, notamment précocement. Je vais aller assez vite, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que les taux de complications euh, que sont principalement donc l'embolisation du dispositif, les épanchements péricardiques ou les BAV. Donc ça c'est un exemple d'embolisation du dispositif. Ici la prothèse n'est pas très bien posée. Quelques dizaines de minutes plus tard, on trouve la crosse aortique. Donc là c'est vraiment pas un bon l'assaut, faire la rentrer dans un cathéter, en tout cas la faire sortir du corps du patient et en poser mieux ou de taille plus importante. Enfin, ce qu'il en est ressorti de cette étude, donc c'est que le taux de complication était extrêmement faible, donc aux environs de 1% après 18 ans jusqu'à 18 ans de suivi, et que ces complications, elles étaient plutôt l'apanage des patients qui pèsent moins de 15 kilos ou qui ont des CIA larges. Donc c'est vraiment ce que cette étude a permis de montrer. Donc ces fermetures de CIA, on les fait maintenant à partir de 15 kilos sans aucun problème. Simplement, il faut
dispositif chez ces patients, eh bien, le dispositif va rester, donc on s'expose à tout un tas de risques au long cours. Donc il y a l'érosion cardiaque qui est la complication la plus fatale. Comment survient cette érosion? Vous avez une espèce de cisaillement lorsque la prothèse est au contact de la paroi de l'oreillette. À chaque systole, ça cisaille et jusqu'à ce que la paroi finisse par céder. Donc c'est au bout de 4 millions, 4 milliards de systoles, mais parfois ça peut arriver. Heureusement, c'est quelque chose d'extrêmement rare, c'est moins de 0,1% des cas, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les troubles conductifs euh, sont plutôt rares, de même que les valvulopathies induites. Ce qui va surtout être embêtant, ce sont les arythmies atriales. C'est la complication la plus fréquemment observée, environ de 1% des cas. Les complications thrombotiques et infectieuses, ça va être l'apanage des prothèses qui sont non endothélialisées, c'est-à-dire non recouvertes par le tissu autologue du patient et qui restent donc au contact de la circulation. Et puis parfois il y a des épisodes d'hypersensibilité au nickel que l'on peut observer chez ces patients et qui vont être responsables de douleurs un petit peu soit type de migraine, soit de douleurs thoraciques. Donc après une fermeture de CIA, on fait comme après mise en place de toute prothèse intracardiaque, on fait un traitement antithrombotique par aspirine, une prophylaxie de l'endocardite infectieuse pendant 6 mois. Mais c'est vrai que chez les patients dont le recouvrement prothétique est incomplet, eh bien on va arrêter ce traitement sans avoir de moyen de vérifier ce processus. Et donc on s'expose à des risques de complications tardives. Je fais vite, mais ça c'est dans le cadre de notre IHU de cardiologie et de notre unité de recherche, c'est vraiment une problématique que l'on essaie d'étudier à travers diverses expérimentations fondamentales in vitro ou sur le gros animal. Donc, j'en profite pour dire que si vous ou vos collaborateurs ont envie de réaliser des masters ou des thèses d'université, qui n'hésitent surtout pas euh, à nous contacter, que ce soit sur ces travaux ou d'autres travaux, on vous accueillera avec plaisir. Simplement pour vous dire qu'il y a des dispositifs biorésorbables, on va débuter les essais d'ici peu. On avait justement une réunion ce matin là-dessus. Un dispositif biorésorbable qui a été développé par une firme suisse et qui donc devrait euh, euh, permettre de répondre à la problématique des complications liées aux prothèses, puisque la prothèse disparaîtrait avec le temps. Juste un dernier point avant de finir ce cours. Les CIA sinus venosus et les CAV partiels, le professeur Kretman va vous en parler très bientôt. Donc ce sont des malformations qui sont traitées chirurgicalement, en tout cas historiquement. Simplement, depuis quelques temps, il y a une approche percutanée pour traiter les CIA sinus venosus. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui va arriver et qui va se développer de plus en plus. Nous, on va débuter ce programme-là. Alors, le traitement chirurgical classique, c'est de tunneliser les veines pulmonaires qui sont anormalement implantées vers l'oreillette gauche en fermant la CIA. Et là, le concept, c'est juste de mettre un stent couvert qui met en continuité la veine cave supérieure et l'oreillette droite, sous réserve que les veines pulmonaires, évidemment, restent allogées. Eh bien, ça permet de traiter par voie percutanée ces CIA sinus venosus. Donc, c'est une technique qui a été développée à Londres et que l'on va débuter prochainement. Ça nécessite tout un préalable de validation anatomique pour savoir si un patient est éligible ou non. Il est évident que lorsqu'on va déployer notre stent couvert dans la veine cave supérieure, il n'est pas question d'obstruer la veine pulmonaire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que certaines formes anatomiques qui sont éligibles et pour ce faire, on réalise des tests à la fois in vitro et in vivo. On va dilater, inflater un ballonnet en lieu et place du stent qui pourrait servir à traiter le patient, injecter la veine pulmonaire, mais aussi la surveiller en ETO et s'assurer qu'elle est bien perméable. Toujours est-il qu'il y a une publication là de l'équipe de Londres des 25 premiers patients, donc ce sont des adultes essentiellement de 45 ans. C'est pas forcément des indications compassionnelles. Ce sont des gens qui sont plutôt en bon état général, mais qui ont des caractéristiques anatomiques qui font que, vous voyez, quand vous mettez votre stent couvert, ici, vous avez une tunnelisation naturelle, finalement, des veines pulmonaires supérieures droite vers l'oreillette gauche.
Et sur 25 patients, il y a eu une seule embolisation de stent avec un suivi de plus de 1 an qui ne retrouve pas de chaîne résiduelle et surtout une perméabilité parfaite de cette veine pulmonaire supérieure droite. Euh, L'alternative, professeur Kretman va vous expliquer ça très bien, c'est évidemment de réparer ces patients par voie chirurgicale, notamment par la technique de Varden, qu'il vous expliquera en détail. Et c'est simplement ce cas clinique pour vous dire qu'on peut également, en post-opératoire de chirurgie cardiaque, avoir recours au cathétérisme. C'est un patient qui avait été traité pour une cilia sinus venosus en 2017 avec la technique de Varden et qui 2 ans plus tard présentait un syndrome cave supérieur qui a mené au diagnostic de sténose. Alors vraiment en diaphragme, hein, ça paraît pas très serré, mais vous le voyez au cathétérisme cardiaque, lorsqu'on inflate un ballon, ici on a vraiment une empreinte avec quasiment un gradient de 20 mm de mercure, donc que l'on a traité en mettant en place un stent couvert avec un bon résultat chez ce patient. Donc euh, pour dire que en post-opératoire, effectivement, on peut aussi avoir recours au cathétérisme congénital. Je vois qu'il est 15h30, donc j'en ai fini avec ce cours et je suis disponible pour répondre à vos questions.